Restons dans le fitness et évoquons l'entraînement pour augmenter la force. Pour ce, il faut dire qu'il y a des principes fondamentaux. 3 principes qu'on peut évoquer. Le principe de surcharge, le principe de spécificité, le principe de progressivité. Nous savons que dans l'issue des adaptations à l'entraînement de surcharge, il est utile de distinguer les adaptations aiguës et chroniques. En ce qui comprend ceux aigus, ce sont des réponses à l'exercice avec des changements qui surviennent au niveau de la... et juste après une séance d'exercice intense. Par rapport aux adaptations et des changements qui surviennent dans le muscle après des cycles d'entraînement répétés qui persistent longtemps après la fin de la séance d'entraînement. Comme par exemple, on peut évoquer l'augmentation de la masse musculaire. Pour produire des adaptations stables, un laps de temps très long est nécessaire. Et en revanche, il est important de noter que l'adaptation régresse rapidement avec l'absence de l'entraînement. Si on évoque l'entraînement direct pour améliorer la force maximale, disons que le terme force désigne la force maximale qu'un muscle ou un groupe musculaire peut exprimer. Ça, c'est l'entraînement pour améliorer la force maximale. Si on parle d'entraînement pour améliorer la puissance, la puissance, c'est quoi? C'est une fonction de la force et de la vitesse. Et ça représente un composant fondamental de la plupart des performances sportives. La vitesse de mouvement est la capacité essentielle innée, peu influencée par l'entraînement. Ça, c'est contrairement à la force, contrairement à la puissance. Donc, par conséquent, il faut savoir que la vitesse de mouvement, par conséquent, une telle amélioration peut être obtenue presque exclusivement par une augmentation de la force. Évoquons aussi l'entraînement pour améliorer la résistance à la force. C'est la capacité à s'opposer à une résistance statique ou dynamique aussi longtemps que possible. Et cette capacité peut être augmentée par les améliorations de la force musculaire et les modifications des fonctions métaboliques et circulatoires. Parlant de l'augmentation de la force, il y a plusieurs points qu'il faut évoquer. Le premier point, c'est que le système neuromusculaire est l'un des systèmes qui répond au mieux à l'entraînement. Le second point, c'est qu'il faut un programme d'entraînement avec des surcharges pour produire l'amélioration qui va de 20 à 100% dans un délai de 3 à 6 mois dans certains cas et même plus dans d'autres cas. Le troisième point, c'est qu'il faut dire qu'une telle amélioration, une telle augmentation peut se produire aussi bien chez les hommes que chez les femmes et à tout âge. C'est le point évoqué en ce qui comprend l'augmentation ou bien l'incrémentation de la force. Disons que lors de l'entraînement avec des surcharges, les facteurs qui doivent être pris en compte sont les muscles ou les groupes de muscles à entraîner, l'intensité de l'entraînement, vous voyez que l'intensité revient toujours, le nombre de répétitions par série et le nombre de séries par session de travail. Parlons de l'hypertrophie, parce qu'on parle de force, on parle de l'hypertrophie. L'hypertrophie peut être soit temporaire, soit permanente. L'hypertrophie est temporaire, ça signifie que le gonflement qui accompagne une seule séance d'entraînement dépend principalement de l'accumulation des fluides dans les espaces interstitiels et intracellulaires du muscle. Il s'agit donc d'une adaptation temporaire. Lorsque l'hypertrophie est permanente, c'est quand il y a une augmentation de la taille du muscle qui se produit après une longue période d'entraînement avec des charges qui résultent de l'augmentation de la masse musculaire. Évoquons les facteurs qui influencent l'augmentation de la force musculaire. Premièrement, le profil initial. Deuxièmement, le type de programme d'entraînement. 3. La durée de la participation régulière ou récente à des programmes d'entraînement antérieurs. 4. Le niveau d'intensité des programmes d'entraînement précédents. Et enfin, le degré d'expérience de la technique d'exercice. Évoquons maintenant les différents deux modes en fait, qui comprennent premièrement l'exercice pour l'augmentation de la force et les exercices musculaires sur une machine à poulie. En ce qui concerne les exercices pour l'augmentation de la force, il faut dire que le bras par lequel la force produit la rotation est perpendiculaire à la ligne d'action de la force. Et le bras de la force exercée par le poids est toujours horizontal. La force rotatoire due au poids de l'objet est le produit du poids et de la distance horizontale entre le poids et le pivot. Maintenant, ce qui comprend les exercices musculaires sur une machine à poulie. Disons que pendant la phase concentrique, la force de friction s'ajoute au poids et ça augmente la résistance de la machine au mouvement. Maintenant, pendant la phase excentrique, pendant la phase excentrique, la force de friction est soustraite au poids et ça réduit la résistance de la machine au mouvement. Évoquons un point qui pour moi est important, les machines isocinétiques. Iso veut dire constante
et cinétique se réfère à la vitesse. Alors disons que la contraction isocinétique a la particularité que la vitesse angulaire est constante sur toute l'amplitude du mouvement. Dans les machines d'entraînement isocinétique modifient la résistance produite par le dynamomètre proportionnellement à la force exercée par le muscle, de telle sorte qu'une charge maximale peut être appliquée à chaque point de l'amplitude du mouvement. Quels sont les avantages? Premièrement, le contrôle de la vitesse et du mouvement, parce que les machines isocinétiques contrôlent la vitesse du mouvement. Le changement dans le système de levier musculo-squelettique. Le groupe musculaire peut être chargé de sa capacité maximale sur toute l'amplitude du mouvement en créant un exercice plus efficace. Le patient s'adapte généralement à une résistance constante car la résistance est égale à la force appliquée. Aussi, il y a la sécurité dans l'exercice du mouvement. Et il faut dire que les machines isocinétiques permettent l'isolement des groupes musculaires. Et enfin, ça permet la qualification de la force, du travail et de la puissance. Comme inconvénient, le temps nécessaire lors de l'exercice de plusieurs articulations. Et enfin, l'évaluation fiable est limitée aux groupes musculaires isolés à travers les plans de mouvement et les paramètres couramment rapportés par des systèmes isocinétiques, comme le pic de moment de force, qui indique la valeur la plus élevée de moment de force enregistré pendant le test. Et peut être considéré comme la force maximale, ce pic peut être considéré comme la force maximale qu'un groupe musculaire est capable de produire à une vitesse angulaire spécifique. Si on évoque la puissance, il faut dire que la puissance est l'expression du travail dans l'unité de temps. L'unité de mesure de la puissance, c'est le watt. On a parlé du pic. On peut aussi parler de l'indice de fatigue. L'indice de fatigue représente la mesure de la fatigue pendant l'exercice musculaire. Et l'indice de fatigue exprime la diminution en fait du travail qui est effectué par le muscle pendant une série de contractions maximales sur une période de temps prédéterminée. Je vais parler des machines isocinétiques. Maintenant, je vais aussi évoquer les poids libres, les avantages et les inconvénients. Il faut dire que, comme avantage, les poids libres sont polyvalents car ils sont adaptables à plusieurs exercices. Ils impliquent à la fois l'activité musculaire concentrique et excentrique. Ils nécessitent une plus grande coordination de mouvements. Ils provoquent une augmentation plus importante de la pression et nécessitent l'apprentissage d'une technique de respiration correcte. Les poids libres ont du mal à isoler à isoler un mouvement ou un groupe musculaire individuel. Les poids libres entraînent également des muscles stabilisateurs du mouvement par contraction statique. Les poids libres permettent des trajectoires physiologiquement plus correctes et aussi des risques accrus de blessures. Les poids libres éduquent à la proprioception et à l'amélioration de la coordination motrice. Ça, ce sont les avantages et les inconvénients des poids libres. On passe aux machines à résistance variable qui sont, on peut aussi appeler les machines isotoniques. Avantages et inconvénients. Il permet d'effectuer un seul nombre, il permet d'effectuer un seul ou un nombre limité d'exercices. Certaines machines hydrauliques et isocinétiques réduisent considérablement l'activité musculaire excentrique. Ces machines nécessitent moins de coordination des mouvements. Ces machines isolent un mouvement ou un groupe musculaire. Ces machines enseignent la technique d'exécution correcte la plus vite possible, la plus rapidement possible. Ces machines obligent souvent à des trajectoires forcées qui ne sont pas physiologiquement correctes. La méthode est efficace pour améliorer la force maximale. Comprend la charge d'entraînement, premièrement, et le volume de la charge. La charge d'entraînement, c'est la mesure quantitative du travail lors de l'entraînement avec les surcharges. Et traditionnellement, il faut dire que ce travail est appelé charge d'entraînement et peut être calculé en multipliant chaque poids soulevé en ajoutant toutes ces valeurs lors d'une séance d'entraînement. Ça, c'est dit comprendre la charge d'entraînement. Maintenant, si on passe au volume de la charge, il faut dire que c'est la quantité liée au travail mécanique et associée aux exigences métaboliques. Le volume de charge, c'est le nombre total de séries multiplié par le nombre de répétitions par session, multiplié par le poids soulevé à chaque session. Les normes pour déterminer la charge de travail, il faut dire que dans l'entraînement de la force, pour un contrôle finalisé et planifié à long terme, la charge est principalement déterminée par deux éléments, par l'intensité et la durée. L'intensité comprend la hauteur et l'ampleur du poids utilisé. Et la durée comprend le nombre de répétitions.